Vous avez franchi l'horizon des événements avec John Michael Gaudier. Dans cet épisode d'aujourd'hui, John reçoit Marsha LeBanc. Marsha LeBanc occupe le poste de scientifique en chef chez Space Initiative Incorporated, où il se consacre au système de communication lunaire et au concept de mission pour étudier les objets interstellaires. Auparavant, il a dirigé des programmes d'interférométrie au Jet Propulsion Laboratory de la NASA et à l'Observatoire naval des États-Unis, contribuant à développer les systèmes de navigation et de chronométrage qui soutiennent les voyages spatiaux modernes et le GPS. Il est le principal auteur de l'article récent intitulé 3i Atlas, qui porte sur l'exploration directe par vaisseau spatial d'un possible vestige de la formation planétaire à l'époque du Midi cosmique. Docteur Marsha LeBanc, bienvenue de retour dans l'émission. En fait, je ne suis pas vraiment docteur. Désolé, mais je ne suis pas ce physicien-là. J'ai seulement une maîtrise. Oui. Vous savez, celui qui était célèbre pour ça, c'était Freeman Dyson. Et aussi Bilka. Ouais. Et Dyson l'a fait exprès parce qu'il n'aimait pas le système des doctorats. Je pourrais passer une heure à parler de moi, mais je ne vais pas le faire. À présent, nous examinons ce qui est sans doute l'objet le plus captivant à observer dans le système solaire depuis un bon moment, au moins depuis Oumuamua, peut-être depuis Borisov. On peut accorder un petit coup de pouce à Borisov là. Mais nous avons le troisième objet interstellaire confirmé que nous ayons jamais détecté, 3i Atlas. Et il s'avère fascinant au plus haut point, car d'un point de vue statistique, il pourrait être très ancien, bien plus vieux que notre système solaire, et provenir d'une région de la galaxie nommée le disque galactique épais, qui a traversé une phase remarquable appelée le Midi cosmique. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce qu'était ce Midi cosmique? Eh bien, l'idée, c'est que durant les premières ères de la galaxie, et c'est vraiment au tout début, la Voie lactée avait une apparence bien différente. Pas d'étoiles en bras spiraux, une densité de gaz plus élevée. Et une forte concentration de gaz favorise la naissance d'étoiles, de planètes, de télesmatiques planétaires et d'objets comme 3i Atlas. On appelle ça le Midi cosmique. En termes astronomiques, cela correspond à un redshift d'environ 2. On parle donc d'il y a à peu près 10 milliards d'années. Dans notre article, on précise 9 à 12 milliards, mais disons autour de 10 milliards d'années. Un redshift de 2. C'est déjà loin. Et pour observer ces phénomènes aujourd'hui, en scrutant l'espace profond, on ne voit que des galaxies distantes qu'on distingue à peine. Et bien sûr, impossible de contempler directement l'aspect de notre galaxie il y a 10 milliards d'années. Vous savez, on n'a pas de vieilles photos sous la main. Mais le point passionnant, c'est que le modèle dominant pour l'univers initial suppose qu'après le Big Bang, tout n'était que hydrogène et hélium, avec une pincée de lithium et peut-être un peu de beryllium. Puis les premières étoiles, dites de population 3, sont apparus, produisant certains éléments, et l'histoire a continué. Le Midi cosmique marque une période intermédiaire où ce processus battait son plein, en quelque sorte. La formation d'étoiles était bien plus vigoureuse. Dans ce contexte, les étoiles massives et les petites naissaient fréquemment. Les grosses explosaient en supernova rapidement, c'est leur nature, dispersant les éléments qu'elles forgeaient, tandis que les rémanences des supernovas irradiaient. C'est probablement ce qui s'est passé pour notre système solaire naissant. À l'époque du Midi cosmique, tout était plus intense. On prévoyait même que n'importe quel système solaire se formant alors aurait une température typique de 300 Kelvin, soit environ la température ambiante ou un peu plus frisquée que la pièce, mais proche des conditions en surface sur Terre. Totalement opposé au froid extrême où les étoiles se forment de nos jours. Autre aspect intrigant, les éléments se créent de diverses manières, avec des durées variables. Les éléments lourds, comme ceux du pic du fer et au-delà, naissent dans les supernovas, mais ça prend du temps, pour les étoiles plus modestes, comme dans les systèmes binaires, ça demande encore plus longtemps. Du coup, d'après les données stellaires et spectrales, on sait que durant le Midi cosmique, le pic du fer et les éléments vraiment massifs étaient fortement appauvris. Ils n'avaient pas encore eu le temps de se former. À la place, on observe des éléments alpha, produits en ajoutant des particules alpha, noyau des hélium-4 au carbone, puis en recommençant, par exemple, du carbone, 12 à L, oxygène 16, et ainsi de suite. Il devait être relativement abondant à cette époque. Tout ce qui est plus lourd, comme le pic du fer et au-delà, restait sous-représenté. Ces différences sont cruciales, et si vous vous passionnez pour l'astrobiologie, il faut bien réfléchir à ce que cela implique pour l'astrobiologie. Est-ce que l'astrobiologie était envisageable dans ces conditions? On avait des compositions élémentaires variées, des processus de formation d'étoiles et de planètes qui différaient, et la réponse, à mon avis, c'est qu'on n'en a tout simplement aucune idée. Vous voyez, il y a quelques articles là-dessus, mais est-ce qu'on sait vraiment? Et aujourd'hui, avec ces objets interstellaires qu'on observe, comme un Oumuamua, pardon pour ma prononciation hawaïenne approximative,
La chance qu'un corps né dans un système stellaire, qu'il s'agisse d'une comète, d'un astéroïde, d'une planétésimale ou quoi que ce soit, se détache de son système d'origine pour diverses raisons, explosion d'étoiles, collision rapprochée entre deux soleils qui bouleversent tout, ou simplement les dynamiques de formation planétaire, comme on pense que c'est. Arrivé dans notre système solaire, avec Jupiter et Saturne qui ont migré et éjecté la plupart des premiers astéroïdes vers l'espace profond, eh bien, cette probabilité reste minime pour qu'il s'approche d'un autre système planétaire, disons à quelques unités astronomiques près. Du coup, il est probable que ce qu'on voit avec un i en ce moment reflète son état originel, juste après sa formation. C'est comme un nouveau-né sorti de l'œuf, qui erre dans l'espace depuis lors. Ça n'exclut pas des événements précoces, genre une collision entre deux protoplanètes ou autre chose. On l'ignore. Mais le plus plausible, c'est qu'après ces débuts tumultueux, il y a environ 10 milliards d'années, il vogue librement. Vous pourriez vous demander, qu'est-ce qui nous fait croire ça? Les arguments actuels reposent surtout sur la cinématique, c'est-à-dire des stats purs. Ce ne sont pas des preuves solides, juste des probabilités. Un i file à une vitesse énorme. Sa vitesse à l'infini, celle qu'il avait en approchant du système solaire, avant que la gravité du Soleil ne l'influence, atteint 58 km par seconde. Difficile de réaliser à quel point c'est rapide. C'est plusieurs fois la vitesse de Voyager, notre engin spatial le plus véloce. Environ 60 fois plus que l'ogive d'un fusil rapide, assez pour traverser le rayon de la Terre en 100 secondes, ou l'ensemble de la planète en 200 secondes, soit 3 minutes chrono. Vraiment impressionnant. Et il y a un autre hasard cosmique. Il va frôler le Soleil du côté opposé, loin de nous. Pas de raison profonde là-dedans, c'est comme lancer des fléchettes sur une cible. Parfois ça tombe à droite, parfois à gauche. Là, ça tombe à gauche, et nous on est à droite. Résultat, la Terre n'aura pas une vue optimale pour l'approche la plus proche de cette comète envers le Soleil. On devra se rabattre sur d'autres méthodes, et on y reviendra. Mais ce qui compte, c'est que cette vitesse élevée, combinée à celle qui le sort du plan galactique, suggère que ce n'est pas un objet issu du disque fin. Notre Soleil trône dans ce disque aplati, large d'environ 100 000 années-lumière et épais d'un millier d'années-lumière à peu près. Encore une estimation statistique. L'orbite des 1 il emmène jusqu'à 1000 parsecs, soit 3000 années-lumière. Donc, plus éloigné. C'est encore un argument probabiliste, comme dire qu'un type traînant près d'un braquage de banque pourrait être le voleur. Pas une preuve. Et c'est pour ça qu'on multiplie les observations astronomiques, pour dénicher des preuves tangibles. Obtenir ces données et scruter l'objet encore et encore, le voir se transformer en s'approchant du Soleil et modifier son spectre d'émission, voilà ce qui me semble prioritaire. Ce qui intrigue particulièrement, c'est qu'il dégaze déjà de façon atypique, absence de fer, mais présence de composés de nickel et compagnie. On peut se demander si une croûte n'a pas pu se former à sa surface, après tant de temps dans le milieu interstellaire, bombardé par les rayons cosmiques. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut entreprendre avec les télescopes au sol d'ici en avant pour en tirer le maximum? On va essayer de rassembler autant de données que possible sur le 3i Atlas? Eh bien, 3i se trouve aussi plus ou moins dans le plan de l'écliptique du système solaire. Il est à moins de 5 degrés de ce plan. C'est ce qu'on appelle un objet rétrograde. Donc, il se déplace dans le sens opposé à celui de toutes les planètes, si vous voyez ce que je veux dire, mais il reste très proche de ce plan, et ça, c'est plutôt avantageux pour les observations. Il va s'approcher beaucoup du Soleil. Pas vraiment en termes de distance absolue, mais vu de la Terre, il va passer très près du Soleil autour de son périhélie. Il s'en rapproche environ une semaine avant le périhélie, qui aura lieu le 29 octobre de cette année. Et oui, avec les comètes, c'est à ce moment-là qu'on s'attend à des phénomènes. C'est quand on observe le plus d'éruptions, de jets ou je veux dire, Borisov a en fait éjecté un fragment juste après son périhélie. C'était un fragment bien plus petit, mais on l'a vu se détacher clairement. Est-ce que 3i pourrait faire quelque chose de similaire? Bien sûr, on n'en sait rien. Les comètes, c'est comme les chats, elles font ce qu'elles veulent et elles ont une queue. Une réponse à tout problème d'observation en astronomie, c'est toujours d'en avoir plus. Plus de données, plus de fréquences, plus d'observations, une meilleure résolution. On en veut toujours davantage, mais on n'a pas de ressources infinies. Du coup, c'est utile de préciser que ces mesures seraient précieuses. Avoir des spectres, par exemple, ça serait très bénéfique, et des observations le plus près possible du passage au périhélie, ce serait encore mieux. À propos de l'idée de croûte, je ne suis pas à 100% convaincu. J'ai vu ça quelque part, j'ai oublié dans quel article, mais en gros, ces objets sont un peu comme la Lune, ils subissent un jardinage météoritique à cause des impacts d'astéroïdes ou de météorites interstellaires qui les frappent. On connaît très peu le flux de ces météorites interstellaires, on ignore quand il a été touché pour la dernière fois, et même statistiquement, on n'a pas une bonne idée de ça. Évidemment, ça pourrait l'avoir été hier, mais on n'en sait rien. Donc, peut-être que l'hypothèse de la croûte tiendrait la route,
Ou peut-être que ce serait plutôt comme la Lune, avec un mélange de matériaux sans réelle croûte, ou alors autre chose. Si on regarde les surfaces d'astéroïdes qu'on a examinées, elles sont toutes assez différentes les unes des autres. J'anticipe donc des surprises. Des surprises. Et vous avez parlé de Borsov qui éjecte un fragment. Je suppose que c'est en train de s'éloigner aussi, avec Borisov. Mais l'idée qu'une comète laisse une traînée, une queue. On sort observer la pluie de météores des Perséides et compagnie, qui sont en fait les anciens passages de comètes. Parfois, on sait même de quelle comète ça vient, et elle continue son chemin. Est-ce qu'on pourra étudier quelque chose que celui-ci laisse derrière lui dans sa traînée au fur et à mesure qu'il s'éloigne? Eh bien, je dirais oui. Les pluies de météores dont vous parlez viennent toutes de comètes périodiques. Elles ont traversé le système solaire plusieurs fois et elles déposent des débris. En gros, il y a 3 types de matières qui s'échappent. D'abord les gaz. Sur la surface, il y a de la glace, donc l'eau se sublime et produit de la vapeur d'eau qui s'en va. Il y a aussi de la glace sèche, du dioxyde de carbone, ou peut-être du monoxyde de carbone, et ça fait pareil. Ces gaz sont éjectés, le rayonnement UV du soleil les ionise, et ils deviennent un plasma. C'est cette queue droite qu'on voit souvent sur les comètes, et qui est parfois la plus longue et la plus brillante. Du coup, sur les photos de comètes, il y a souvent cette longue queue rectiligne. C'est la queue de plasma, donc du gaz. Et si on la traverse, on en reparlera, on pourrait détecter ce gaz, les champs magnétiques et tout ça. Mais ça ne donnera pas de pluie de météores, parce que ce sont des molécules ou des ions atomiques. À l'époque de la comète de Halley, des gens disaient « Mon Dieu, il y a du phosgène et d'autres trucs toxiques, on va tous être asphyxiés en traversant la queue de la comète. » Et non. C'est en fait un vide excellent, juste visible à grande échelle. Et puis il y a les petites particules, la poussière. Ce sont des grains de la taille de cendres de cigarettes. Bon, de nos jours, pas grand monde n'en fume, mais imaginez une poussière fine, comme celle qui s'accumule sur les meubles, derrière l'horloge ou sur le comptoir. Cette poussière est poussée par la pression du rayonnement solaire, et du coup donc, cette queue s'éloigne de l'orbite, ce qui donne généralement une forme courbée, et je crois qu'on observe les 2 types avec Atlas en ce moment, pas 3 Atlas. 1. Je ne suis pas un observateur sur le terrain, je n'ai pas fait ces relevés moi-même, mais c'est ce qu'on me rapporte. Et puis, il y a aussi des teintes colorées, ce qui est franchement captivant. Ensuite, pour les éléments plus gros, imaginez simplement que vous chauffez de la glace d'eau, de la glace de CO2 ou quoi que ce soit, et ça produit des jets qui jaillissent. Eh bien, si des graviers ou des cailloux orbitent autour, avec une gravité si faible, ils peuvent aussi être éjectés, et la comète les perd. Ces particules restent souvent sur la trajectoire orbitale de la comète. Elles se dispersent en fonction de l'anomalie moyenne, avec des vitesses très basses parce qu'elles sont lourdes et peu influencées par la pression de radiation solaire ou d'autres facteurs. Du coup, elles dérivent tranquillement, et avec le temps, ça s'accumule, et c'est ce qu'on pense qui provoque la plupart des pluies de météores. Bien sûr, il pourrait y avoir d'autres objets un peu plus imposants qui se détachent, comme des rochers, et ça pourrait donner des météores plus grands de temps en temps, mais l'idée générale est là. On ne s'attend pas à en voir avec 3D. Par contre, on devrait apercevoir la queue de poussière, cette queue courbée de poussière. D'ailleurs, on en voit déjà, j'ai regardé des photos d'hier ou d'avant-hier, et tout s'agrandit, la queue mesure environ 2 minutes d'arc en ce moment, je crois. La queue de poussière et la queue de plasma sont bien visibles, elles vont probablement s'allonger encore, même si on ne peut pas prédire précisément à quel point, mais c'est précisément ce qu'on veut suivre de près avec des observations. Les pluies de météores ne se produiront pas tout de suite, mais il est très probable que 3I, Atlas laisse des traces derrière lui en avançant, peut-être même devant, avec des particules de la taille de gravier ou plus. Le souci, c'est qu'on ne traversera pas son orbite au bon moment. La Terre ne passera ni dedans ni à proximité. Et pour Mars, figurez-vous que la planète vient juste de franchir la zone où 3I va passer, il y a une semaine à peu près. Elle ne repassera pas avant une année martienne entière, et d'ici là, tout ce que 3I aura abandonné sera parti depuis longtemps. Cela dit, ce n'est pas la fin de l'histoire, parce que 3I pourrait d'avoir été bombardé par des météores interstellaires, un processus qui a pu durer des milliards d'années. Pas forcément à cause de la chaleur, mais par des impacts de météores, et du coup, il devrait être enveloppé d'un nuage de débris. On en sait encore très peu sur ces mécanismes, comme les densités exactes et tout ça. Mais ça ouvre la porte à des pluies de météores sur Mars ou sur Terre, ou même des impacts visibles sur la Lune si les morceaux sont assez costauds. Ça arrivera plus tard, et pour la Terre, ce sera en décembre, c'est détaillé dans l'article. Les rovers sur Mars pourraient les capter. Je ne sais pas s'ils prévoient d'observer, mais c'est possible. Comme pour une pluie de météores classique, elle semblerait rayonner d'un point précis, on connaît sa position, 19 heures de temps sidéral, moins 19 degrés de déclinaison, c'est l'endroit d'où 3I nous est apparu. Si vous étiez sur Terre, je dirais que le rythme serait faible, pas question d'en voir une par minute, ni même forcément plus d'une par nuit.
Mais voilà une occasion en or pour les observateurs amateurs de météores, qui pourraient viser Mars bien sûr, ou des spots sur Terre et se dire « Bon, je cherche ces météores, à voir si j'en repère. » Même si on n'en détecte qu'un ou deux, ça reste statistique. Un seul objet venant vaguement du radiant ne prouve rien, mais plusieurs alignés sur le même point. Là oui, on pourrait affirmer qu'ils viennent de 3i. Les pros avec leurs caméras grand angle qui scrutent le ciel chaque nuit ont une chance aussi, je n'ai aucune idée des probabilités, peut-être quasi nulle, peut-être ça sautera aux yeux et tout le monde en verra, mais j'ai l'impression que ce sera sporadique. Bref, c'est un rôle clé pour les observateurs au sol. Ce serait le moment idéal pour aborder le sujet plus large. Parlons de ce qu'on peut faire depuis l'espace. Passons à l'espace, avec un vaisseau spatial en train de... Pour se placer idéalement dans ce nuage de poussière que laisse derrière lui le 3i Atlas, exploiter les outils disponibles à bord. Oui, afin d'y jeter un œil. Nous avons eu un coup de malchance pour la Terre. Notre planète se trouve du mauvais côté du système solaire. Et franchement, on n'y peut rien. C'est comme ça, vous voyez, comme je l'ai mentionné, si le 3i était passé 6 mois plus tôt ou plus tard, on aurait été en position parfaite. Mais ce n'est pas le cas, et nous non plus. Cela dit, on a aussi de la chance, car plusieurs sondes spatiales sont positionnées du bon côté du système solaire, si on peut dire, du côté du 3i. C'est une vraie aubaine. D'un côté, on a toutes les sondes en orbite autour de Mars. Il y a aussi JUICE, qui vient de profiter d'une assistance gravitationnelle à Vénus. Attendez, non, c'est à Jupiter le 31 août, non, à Vénus, et elle file vers une autre manœuvre gravitationnelle avant de se diriger finalement vers Jupiter. On compte aussi sur la sonde Europa Clipper, sur Lucie et Psyché. Attendez, Lucie et Psyché, je crois. Et puis Psyché, qui se rend vers l'astéroïde Psyché. Toutes ces missions se trouvent précisément de ce côté du système solaire. Ce n'est pas une obligation, hein? Selon les phases orbitales, Mars pourrait être proche de la Terre, vers l'opposition proche, du côté terrestre. Tout bouge constamment. Mais là, il y a un bon paquet de sondes interplanétaires placées du bon côté. Et donc, début juillet, le 3i a été repéré le 1er juillet. Le 2 juillet, il filait déjà à toute vitesse. On était vite convaincu qu'il s'agissait d'un objet interstellaire. C'était pile la période des vacances aux États-Unis, et aussi mon anniversaire le 3 juillet. Ce n'est que vers le 4 ou le 5 que j'ai pigé. Oui, c'est une comète, et elle va passer de l'autre côté du système solaire, avec une visibilité pourrie depuis la Terre, mais d'excellente depuis les sondes. Du coup, ça m'a semblé évident, il faut qu'on s'y attarde. C'est-à-dire ma boîte, Space Initiative, mais aussi l'I4IS, l'Institut pour les études interstellaires, et l'Initiative pour les études interstellaires, les versions américaines et britanniques respectivement. On devait examiner ce que ces sondes pouvaient accomplir. Et on a vite déduit que pour des images, 3 missions étaient prioritaires. Psyché, les sondes en orbite martienne, il y en a plusieurs, et la mission JUICE. JUICE n'est pas encore tout près de la trajectoire du 3i, mais elle s'extrait du système solaire grâce à son assist à Vénus. Elle y arrivera. Mars aura le passage le plus rapproché. Psyché l'aura le 4 septembre. Les sondes martiennes seront au plus près le 3 octobre, et JUICE le 4 novembre. J'ai commencé à alerter les équipes des sondes, à les titiller, en gros. Et je n'étais pas seul, d'autres voix se sont élevées. Beaucoup se concentrent sur Mars, vu que ce sera le plus proche début octobre, mais il faut argumenter. Dans l'article qu'on a rédigé, j'ai plaidé que oui, ça pourrait être un objet du disque épais, et s'il l'est, il présente ses traits spécifiques. Voilà ce qu'on doit chercher, et ça justifie de réorienter les instruments des sondes. Je peux vous dire que pas mal d'équipes de mission bossent dur ces dernières semaines, disons le mois et demi écoulé, pour tenter des observations du 3i. Ce n'est pas une mince affaire. Pas du tout comme si on disait « je passe en bus devant l'Empire State Building, je sors l'appareil et clique ». Loin de là. C'est un système hyper complexe, à des millions de kilomètres. On ne peut rien toucher, rien réparer si ça coince. Faut être prudent à l'extrême. Et voilà que quelqu'un comme moi débarque et propose « essayez autre chose ». C'est du boulot colossal. Je tire mon chapeau à ces gens, vraiment, parce qu'ils se décarcassent. J'espère qu'ils réussiront tous à capter des données. Dans certains cas, ils ne sont même pas certains de pouvoir y arriver, mais ils persistent. Les fenêtres clés, ce sont début octobre et début novembre. Plus précisément, du 2 au 25 novembre pour JUICE et les sondes martiennes respectivement, où elles devraient obtenir leurs images et autres mesures sur le 3i. Ce serait top si les observateurs terrestres, pros comme amateurs, profitaient de cette période pour des observations synchronisées. Il y a tellement de télescopes au sol, entre les experts et les passionnés. Et je ne peux pas vraiment dire, vous savez, si vous pouvez faire ceci ou cela,
mais je suis convaincu que certains amateurs vont tenter d'observer la queue de la comète, les grains de glace et tout ça, quand elle sera très proche du Soleil. Et je crois qu'ils devraient le faire. Je pense que n'importe quelle observation pendant cette phase pourrait s'avérer particulièrement précieuse. D'ailleurs, il y a bien sûr 2 autres aspects avec les sondes spatiales, et je vais les aborder dans l'ordre où on les traite habituellement. J'appelle ça les sondes solaires, mais ce sont en fait des observatoires solaires et des missions dédiées au Soleil. Il y en a 2 principales, Solar Orbiter et Parker Solar Probe. Puis, il existe tout un tas d'engins spatiaux, certains en orbite terrestre, d'autres au point de Lagrange ou dans d'autres trajectoires, qui photographient le Soleil. Eux n'ont aucun mal à capturer des images près du Soleil, grâce à leurs caméras spécialisées. La vraie interrogation, c'est, pourront-ils détecter 3i? Ça dépendra de sa taille et de sa luminosité. Pour l'instant, les perspectives sont plutôt encourageantes. Mais on estime que la constellation de sondes Punch, récemment mise en orbite autour de la Terre, devrait pouvoir l'observer et même la repérer. Elles pourront toutes l'examiner. Elle traversera tout leur champ de vision. Le doute porte sur sa visibilité. En fait, ce n'est pas tout à fait exact. Elle ne passera pas dans le champ de stéréo-A. On a vérifié, donc stéréo-A ne pourra même pas tenter d'observation potentielle. Mais est-elle assez brillante? Assez grande pour être vue? On l'ignore encore. Pourtant, il y a une communauté d'amateurs qui scrutent les images de ces engins, et ils nous diront sans faute s'ils l'ont repéré ou non. J'en suis certain. Et s'ils doivent intensifier leurs recherches, qu'ils n'hésitent pas. Ces données seront fort utiles, car elles pourraient être quotidiennes. Ainsi, quand on ne la voit plus depuis la Terre, ce serait comme un journal de bord jour par jour, pour suivre l'évolution. Les observations des sondes interplanétaires ne seront pas aussi régulières. Elles l'étudieront un moment, puis passeront à autre chose, avant de revenir sporadiquement. Donc, c'est intermittent, et ça reste précieux à mes yeux. Enfin, il semble y avoir une chance que Europa Clipper, Hera et Lucie traversent la queue de 3i. Probablement la queue de Plasma serait la plus probable là. Elle pourrait la franchir. Elle risque aussi de croiser un peu plus tard la queue de Poussière, qui s'incurvera à cause de la dynamique. Par contre, aucune sonde ne passera dans l'orbite pour intercepter la queue de Météore, si on veut l'appeler comme ça, la queue neutre, disent certains, que 3i laisse probablement derrière elle. C'est impossible, on n'a rien positionné au bon endroit. Mais il y a de bonnes probabilités que Europa Clipper et sans doute Hera aussi, vu qu'elles sont assez proches par pur hasard, détectent toutes les 2 la queue. Et il y a un autre moment clé, sans doute la première semaine de novembre, dur à prévoir, les queues de comètes, où elle est encore près du Soleil, et toute observation amateur de la queue à ce moment serait géniale pour comprendre ce qui se passe. Je précise que la queue qu'on photographie est celle visible. Mais les éjections, qu'elles soient plasma ou poussière, ne disparaissent pas juste parce qu'on ne les voit plus, trop diluées. Elles persistent, elles s'éloignent encore du noyau. Je soupçonne que ces sondes ne traverseront pas la partie visible de la queue. Autrement dit, elle ne s'étendra pas jusqu'à une EA. Europa Clipper sera à environ 1,2 EA. Donc, je ne crois pas que la queue visible atteigne cette longueur. Ce serait fantastique, mais improbable. Cela n'empêche pas que la matière soit présente et que le plasma subsiste. Leurs instruments à plasma pourraient donc le détecter et nous en dire plus. Ce serait absolument formidable, que ce soit pour la queue de Poussière. On bosse encore là-dessus, et ce serait captivant, car on pourrait échantillonner ainsi. Je ne sais pas si c'est réaliste, si ça se produira, mais on s'active dur, et c'est la prochaine étape qu'on affine. D'ailleurs, on collabore avec des collègues en Europe, nos partenaires là-bas. On a un peu élargi l'équipe. Tiens, à propos de l'Europe, heureusement, l'ESA a annoncé que Mars Odyssey est Mars. Comment déjà? ExoMars, ou plutôt Mars Express et l'orbiteur Trace-Gaz d'ExoMars. On va essayer d'effectuer des observations. Ça se passe vraiment. Ça commence. Oui. Et on n'a pas de nouvelles du vaisseau spatial Hope, qui vient des Émirats Arabes Unis, ni du vaisseau Tianwen-1, de Chine. J'ai même tenté de contacter des gens impliqués dans ces 2 missions pour savoir s'ils seraient intéressés par des observations, pour les inciter à en faire, mais malheureusement, je n'ai pas eu beaucoup de retours. Il pourrait y avoir des soucis politiques là-dedans aussi. Je ne veux pas m'aventurer sur ce terrain. Mais à propos des queues des comètes, et des 2 queues distinctes qu'on voit sur des photos de comètes, y compris de superbes images amateurs de comètes comme Hale-Bopp. Vous vous rappelez celle-là, à l'époque? Incroyable. Je l'ai photographiée moi-même. Je l'ai vue à l'œil nu. Pareil pour moi. Ouais, moi aussi. On sortait, vous savez, et c'était. Je l'ai observée. Elle était super visible. D'ailleurs, je me souviens être allé à un opéra ou un truc du genre à Washington, et je l'ai aperçue près du Kennedy Center, à l'œil nu. J'étais ébahi.
J'ai levé la tête et la voilà, vous voyez. Ouais, la voilà. Et moi, je l'observais depuis Saint-Louis, et bien sûr, Saint-Louis a pas mal de pollution lumineuse, encore plus aujourd'hui qu'à l'époque. Mais elle était là. Et on sortait tous les soirs pour la regarder. Mais je filais aussi dans des endroits au ciel sombre pour faire de la photographie à pose longue. J'ai encore ces clichés. Un de ces jours, je les ressortirai. Le truc, c'est que parfois, sur ces photos de comètes d'autrefois, on distingue clairement en images, sinon à l'œil, les deux queues différentes. Vous savez, la queue chimique qui se recourbe, et puis la queue de poussière qui s'étire. Et ça, on peut le voir, mais sûrement pas avec l'œil nu sur Atlas. Et c'est précisément ce qui provoque parfois les antiqueux, où on a l'impression d'une queue devant la comète. C'est juste un effet de perspective. On aperçoit la queue de poussière, et les angles font que. C'est une nuance importante, parce que ce que nous montre Atlas, il y a vraiment deux sortes d'antiqueux. L'une due à un chauffage préférentiel qui pousse les gaz vers l'avant, comme pour Atlas, ce qui me semble être une vraie antiqueux à mes yeux, et l'autre, c'est l'effet de vue, qui n'en est pas vraiment une. C'est juste ta façon de regarder. Tu vois en fait la trajectoire de la comète. Bonne remarque. Oui. Donc, j'avais envie de souligner cette différence. Il y a deux façons pour les comètes de faire ça. Et ce n'est pas rare pour l'une ou l'autre. Les comètes agissent ainsi, et on a beaucoup glosé sur l'antiqueux d'Atlas. Mais non, ce n'est pas si exceptionnel, hein? À mon avis, rien de ce que j'ai vu avec Atlas, à part la partie chimique dans une certaine mesure, ne me paraît inhabituel, vous comprenez? Je veux dire, son comportement de comète semble. Et je ne suis pas expert direct là-dedans, hein, mais j'ai bossé sur le sujet pendant longtemps, et ça a l'air d'une comète tout ce qu'il y a de plus ordinaire, comme les deux Borisov. Encore une fois, je ne parle pas de la chimie, juste des queues, de l'activation quand elle s'allume, tout ce genre de choses, ça paraît normal. Pareil pour moi, je me disais, bah, elle s'active pile au moment prévu, elle commence à libérer du CO2 et tout ce qu'elles font d'habitude. Mais la chimie, c'est captivant, parce qu'on obtient maintenant un profil chimique. Vous savez, on peut le comparer à des objets d'âge prétendument différents. Oumuamua et Borisov avaient des âges radicalement opposés. Ouais, on pense que 1i était plutôt jeune. Et bien sûr, on n'a jamais eu de spectre réel de 1i. On ne sait rien de ces composés chimiques. On peut spéculer, mais... La seule chose que j'ai entendue, c'était du méthane, ce qu'on attend de la matière interstellaire. Ouais, c'est une sorte de spectre, mais ça ne révèle pas, vous voyez, le méthane ne dit pas « Ah, elle est faite de ça ». Ça suggère juste probablement. Non, ça indique juste la matière interstellaire. Plein de rayons cosmiques là-dehors. Maintenant, Marshall, la question chimique reste sans doute la plus intrigante ici, parce qu'elle montre quelques bizarreries au niveau chimique. Et ça pourrait être dû à son âge, ou à un environnement qu'elle a traversé qui l'a modifié, vous savez, pour la rendre un peu étrange. Faible en CO2, faible en fer. Ça, c'est vraiment énigmatique. Et des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on peut en tirer avec les vaisseaux spatiaux et les observations au sol pour bien caractériser l'objet? Eh bien, du côté des engins spatiaux, certains instruments qu'on discute pour les missions martiennes et DE peuvent sonder l'UV, et donc ils peuvent. On voit bien les zones où les raies spectrales apparaissent, comme vous l'avez signalé avec ce déficit en fer et cette trace de nickel. Je précise toutefois que ça ne prouve pas forcément cette réduction du pic de fer dont je parlais, parce que, d'une part, le nickel fait aussi partie des éléments du pic de fer, donc on s'attend à ce qu'ils soient tous les deux atténués. Et puis, on pense que la composition chimique est assez particulière ici. Cela dit, il faut reconnaître que pour certains comètes plus anciens, comme celui de 65 par exemple, qui s'est approché très près du Soleil, on détectait du fer et compagnie dans le spectre uniquement parce qu'il était ionisé. Le fer fondait et se vaporisait, vous voyez, avec du fer en vapeur qui produisait ces raies spectrales. C'était drôlement chaud. Et ça a vraiment surpris tout le monde dans le milieu, de découvrir que les comètes ne montrent pas de fer ni de nickel, et que le nickel semble plus courant, même loin du Soleil, à plusieurs IA, où il n'y a pas de chaleur extrême. Pas moyen que le fer de la comète se vaporise comme ça. Je veux dire, pour 3i en ce moment ou n'importe quand dans son trajet autour du Soleil, il ne s'approche pas assez. Il passe un peu plus près que Mars, mais Mars reste frisquet, après tout. Tout ça reste un peu énigmatique. L'idée générale, disons le consensus, c'est qu'il y a un élément ou un composé, un truc moléculaire qui contient du nickel, peut-être aussi du fer, et qui est volatile, et ces machins se vaporisent sur la comète, puis le rayonnement UV solaire les dissocie, libérant le nickel ou le fer qu'on observe. Ça paraît tout à fait crédible. Mais bon, j'ai pas l'impression qu'on maîtrise vraiment le sujet. Genre, pourquoi ces composés sont à la surface? Qu'est-ce qui les provoque? Y a-t-il quelque chose de plus profond? Ou c'est juste un coup de chance? Malheureusement,
ça ne va pas trancher la question de savoir si c'est une comète dominée par les éléments alpha précoces, parce que si elle vient du disque épais, elle devrait l'être. Les éléments alpha, comme le carbone et l'oxygène, sont courants. 1. On a de l'eau, du CO et du CO2. Et je crois que la vraie clé chimique, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de composés hyper volatiles. Encore une fois, d'après les modèles, la formation d'étoiles à l'ère du midi cosmique se produisait dans des zones très chaudes. On parle d'un taux de formation d'étoiles élevé, tout serré ensemble, un peu comme la nébuleuse de la Tarentule dans les nuages de Magellan, mais en pire, bien plus intense que la région de formation d'étoiles de la nébuleuse d'Orion, que tout le monde a déjà admiré dans le ciel nocturne, et donc beaucoup plus torride. Il y a un article qui prétend que ça pouvait atteindre 300 Kelvin, soit au-dessus de la température ambiante, genre autour de la température de la pièce, bien au-delà du point de fusion de l'eau et même de vaporisation. Je pense qu'on peut écarter ça. Ce qu'on observe, c'est plein de CO2. Vraiment beaucoup de CO2. Pas tant d'eau, mais quand même un peu. Et pas mal de CO en moins. C'est inattendu. Ça indique direct qu'elle provient d'un milieu chaud. Soit d'un début de système solaire, plus près de son étoile ou de sa source stellaire, dans une zone de formation d'étoiles chaudes. Et comme on avait prévu un environnement de formation d'étoiles chauds, je le vois comme une petite victoire pour notre camp, si vous voulez. Mais on parle d'environ 100 K, quelque chose comme ça. C'est bien plus chaud que le vide spatial profond, sans doute, mais pas à ce point. Du coup, on a du CO, mais pas de CO2. Le monoxyde de carbone, le CO, est hyper volatile, il s'évapore en premier. Et je ne vois pas beaucoup de signes de ça. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu de la science au coup par coup, via les communiqués de presse. Tout ça pourrait changer une fois que les articles paraîtront, et les analyses de ces articles, et que tout sera digéré, etc. Mais pour l'instant, c'est mon ressenti. On a besoin de plus de données pour être certain, et j'espère qu'on les aura quand la chose passera derrière le Soleil. Chaque système de télescope a son élongation minimale, et une fois dans cette zone, pour Hubble c'est 55 degrés de chaque côté, c'est large. Hubble ne pourra probablement pas observer plus 3i jusqu'en décembre, je crois, avec le télescope spatial Hubble. Pour Webb, la zone d'évitement a commencé en août et ira jusqu'à fin décembre. Du coup, on se rabat sur les télescopes terrestres et ceux dans le ciel. Et j'ai pas encore de nouvelles d'ALMA. ALMA peut détecter certaines de ces raies moléculaires là-haut, vous savez. Dans la région des centaines de gigahertz, j'ai hâte de découvrir ce que dira ALMA à ce sujet. J'imagine que quelqu'un prépare déjà des observations avec ALMA. Ce télescope peut en effet scruter jusqu'à 15 degrés d'élévation au-dessus de l'horizon solaire, ce qui limite la période d'observation impossible à environ 10 jours ou 2 semaines pour 3i. Par ailleurs, plusieurs instruments embarqués sur les missions interplanétaires, notamment JUICE et certaines sondes martiennes comme Mars Maven ou la sonde Hope, disposent du type d'équipement qui pourrait nous éclairer sur ce phénomène. Il y a aussi un autre composé chimique que j'espère vivement qu'on détectera un jour, et sur lequel on pourra se pencher, les HAP, ou hydrocarbures aromatiques polycycliques. Prononcer HAP, c'est un peu compliqué pour moi, et ces molécules restent franchement énigmatiques. On les a repérées dans les spectres spatiaux infrarouges grâce à des raies spectrales inexplicables à l'époque. Si vous connaissez le cycle benzénique, c'est du carbone disposé en anneaux. Les HAP, ce sont essentiellement des cycles benzéniques assemblés pour former des structures plus imposantes avec plein d'anneaux benzéniques. Du coup, ils présentent divers modes de vibration. Les anneaux peuvent se comprimer comme ça, ou la structure plane de l'anneau peut onduler avec des atomes qui sortent et rentrent. C'est comme un instrument de musique bizarre, genre un tambour fabriqué avec des anneaux métalliques. Toutes ces vibrations évoquent des modes d'un tambour, qui produisent des sons, mais ici c'est avec de la lumière infrarouge, sous forme de raies spectrales. C'est fondamentalement la même physique. On observe ces raies des HAP depuis longtemps sans en comprendre l'origine. Elles paraissaient si mystérieuses, surtout dans le proche infrarouge, jusqu'à 13 microns je crois. Aujourd'hui, on en sait bien plus, et il semble que beaucoup de carbone dans l'univers soit sous cette forme de HAP. Ça ne veut pas dire qu'on en trouvera à la surface de Mars ou ailleurs. Non, je parle du carbone cosmique, majoritairement gazeux dans l'espace. Il y en a des tonnes là-haut, c'est hyper courant, et on les voit dans les disques protoplanétaires ou les zones de formation d'étoiles. Les processus stellaires influencent les HAP. La température détermine surtout la taille des particules, même si j'ai lu des articles suggérant que le rayonnement pourrait aussi les modifier. Mais après discussion avec des spécialistes, je pense que non, c'est vraiment la température qui prime. Même sans adhérer à l'hypothèse du disque épais, ce serait génial de connaître la température d'origine de cet objet, et je crois qu'on s'en approche. Si on repère des émissions de HAP, et ALMA pourrait y contribuer, on aura une idée plus précise. D'ailleurs, je réfléchis beaucoup aux hydrocarbures aromatiques polycycliques ces temps-ci. Ce sont des molécules fascinantes, abondantes partout,
Et on les trouve même dans les météorites, les comètes du système solaire, etc. Elles sont liées potentiellement à l'origine de la vie, via la chimie du carbone. Qu'est-ce qu'un profil de ces composés nous révélerait d'un système stellaire lointain, surtout s'il est ancien? Quelles conditions environnementales cela impliquerait-il? Et qui sait, l'univers pourrait-il grouiller de vie si les HAP sont omniprésents? Les HAP ont été un vrai mystère pendant des décennies, et ils le restent en partie. On les a détectés comme on a découvert l'hélium, via des raies spectrales bizarres observées lors d'une éclipse solaire. Dans les données infrarouges, des raies inattendues sont apparues, sans qu'on sache d'où elles venaient. Pendant des années, personne n'y comprenait rien. Maintenant, on attribue tout ça aux HAP. Pour résumer un peu, la plupart des gens qui ont fait de la chimie savent ce qu'est un cycle benzénique, un anneau de 6 atomes de carbone environ. Un HAP. C'est comme un tapis fait de nombreux cycles benzéniques reliés entre eux. Ce tapis vibre de diverses façons. Les anneaux se tassent, ou un côté de l'anneau aussi de haut en bas. Pareil à un tambour frappé, la peau vibre et émet des ondes sonores. Si on excite un HAP, c'est similaire, mais en infrarouge. Particulièrement, quand un photon ultraviolet provenant du Soleil ou d'une autre étoile heurte un HAP, celui-ci se met à vibrer, et ces oscillations, si l'on peut dire, ne produisent pas du son audible mais une forme électromagnétique de son, à savoir la lumière infrarouge, que nous sommes capables de détecter. Je n'ai pas entendu parler d'une détection de HAPS émanant de 3i, mais les HAPS ou PAHS sont omniprésents dans l'univers. Il semble que la plus grande partie du carbone cosmique se trouve sous forme de HAPS dans les gaz du vide interstellaire profond, ces petits agrégats de matière carbonée pure, et ils peuvent incorporer d'autres éléments comme l'azote, ce qui modifie leur spectre et permet leur identification. On les observe dans les zones de formation d'étoiles, et par conséquent, ils devraient exister sur un corps planétaire présumé comme 3i. Ils ont été repérés dans des comètes et dans des échantillons d'astéroïdes rapatriés sur Terre. Je ne crois pas qu'on les ait trouvés sur la Lune, dont la surface offre un milieu plutôt hostile. Les HAPS révèlent des indices sur la température ambiante lors de la formation de l'objet concerné. C'est précisément ce qui m'enthousiasme à l'idée de détecter des émissions de HAPS de 3i. On imagine généralement les comètes se formant dans les confins de l'espace profond, à des températures avoisinant les 3 Kelvin, ou quelque chose du genre. Pour un objet issu du Cosmic Noon, ce serait plutôt autour de 6 Kelvin, donc pas beaucoup plus élevé. Un décalage vers le rouge de 2, après tout, ou l'équivalent d'un redshift de 2. Les données actuelles suggèrent que 3i s'est formé à environ 100 Kelvin, ce qui est assez chaud pour une naissance stellaire, et cela cadre bien avec une origine pendant le pic cosmique précoce. Les HAPS pourraient valider cette hypothèse par leur découverte. Voilà pourquoi j'espère qu'on en repérera. L'autre possibilité, c'est qu'ils proviennent d'un disque protoplanétaire standard, plus proche de son étoile, car on sait que certains matériaux se forment près du Soleil dans notre système, et sans doute pareil ailleurs dans d'autres systèmes stellaires. Les liens chimiques observés pourraient éclaircir cela, et le temps nous le dira. C'est une période passionnante, et j'espère sincèrement qu'on dénichera des PAHS de cet objet pour en déduire ses conditions de genèse. À l'avenir, avec le télescope Vera-Rubin qui entre en service et qui va sans doute en révéler beaucoup d'autres, comment se préparer? Que faire pour positionner un engin spatial afin d'intercepter le prochain 3i ou un corps captivant similaire, et être prêt à l'observer de près? Comme l'a dit Ian Fleming dans son personnage de Goldfinger et son roman. Une fois, c'est un hasard. 2 fois, une coïncidence. 3 fois, c'est un acte délibéré. Ici, ce n'est pas de l'action ennemie, mais avec un seul 1i, beaucoup se demandaient si ça se reproduirait souvent. Certains pensaient que oui, tout de suite, et pourtant on n'en a pas vu d'autres pour l'instant. Mais avec 3 d'entre eux, c'est évident qu'on en découvrira une multitude, aucun doute là-dessus. Grâce à Rubin dans l'hémisphère sud et aux améliorations des relevés dans le nord, on va en repérer plein. Il faut donc anticiper comment y faire face, et j'y réfléchis beaucoup moi-même. Par exemple, un objet surgit de nulle part, et vous demandez à un opérateur de sonde spatiale, qui gère peut-être $1 milliard, de dévier sa mission comme Oliver Twist quémandant plus de gruau. Pourriez-vous faire ça, s'il vous plaît, quelque chose d'inattendu qui réclame une organisation? Je pense qu'il faudrait une instance comme l'IAU ou équivalent. Je n'ai pas encore creusé le sujet, mais une structure qui définit ces objets potentiels, les observations prioritaires à mener, et leur rang d'importance. Après tout, pour 3i, il était de l'autre côté du Soleil, donc les sondes spatiales devaient assumer le relais, car il ne repassera qu'une fois. Tous ces intrus ne transitent qu'une seule fois. C'est limpide. On a une unique opportunité. Toute donnée manquée est perdue à jamais, sans seconde chance, sans doublure. Ils ne vont pas réapparaître dans si peu de temps ou quoi que ce soit du genre. Jusqu'à présent, ils ont tous été très variés. Et vous savez, ça pourrait bien durer encore un moment. Et d'ailleurs, au passage,
j'ai beaucoup réfléchi à ce que Troy nous enseigne, dans un sens plus large, sur la gestion des nouveaux objets interstellaires. Je veux dire, Ian Fleming avait son personnage Goldfinger qui disait « Vous savez, une fois c'est un hasard, 2 fois un accident, 3 fois, eh bien il parlait d'action ennemie, mais 3 fois c'est un schéma. On va en voir davantage, c'est évident. » Après un i, certains pensaient qu'il y en aurait plein d'autres qui passeraient, et d'autres, moi y compris, se disaient « Bon, peut-être pas tant que ça. » On n'en a pas vu d'autres pour l'instant. Mais avec 3 de ces objets, on va en observer beaucoup plus. Faut que je le dise franchement, on n'a qu'une occasion avec chacun d'eux. Une seule avec 3i. Il va traverser le système solaire, on ne peut pas l'arrêter. Une fois qu'il sera parti, potentiellement, très très loin dans le futur, on pourrait envoyer une sonde là-bas, genre quand on commencera à voyager vers Proxima Centauri ou un truc comme ça, mais de notre vivant, on n'aura sûrement pas les moyens d'atteindre cet objet. C'est tout. On prend ce qu'on peut et c'est la seule chose qu'on aura. Du coup, l'essentiel, c'est qu'on doit récupérer les données possibles. Mais en même temps, ça demande énormément à un opérateur de sonde de surgir de nulle part et de dire « Tiens, voilà cette chose. » Il faut l'observer. Surtout parce que vous êtes pile au bon endroit au bon moment. C'est beaucoup exigé. Et je trouve que c'est vraiment méritoire, vous savez, des gens comme moi qui débarquent comme ça, même si je connaissais déjà pas mal d'entre eux, mais quand même, c'est pas comme si l'ONU avait voté des résolutions. Le Congrès non plus. Le patron par intérim de la NASA n'a pas décrété qu'il fallait absolument faire ça. Rien de tel. C'est juste des gens lambda, en gros, et j'étais loin d'être le seul qui disait « ça doit se faire » et les autres ont commencé à écouter. Ce serait super d'avoir un vrai système ou une structure pour ça. Par exemple, imaginons qu'un truc comme Troy passe du côté de la Terre dans le système solaire, qu'est-ce qu'il faut pour mobiliser toutes les sondes interplanétaires? Genre, peut-on prioriser les observations comme celles qui seraient sympas à avoir et celles qui sont indispensables? Et quand je dis « on », c'est juste la communauté, on va pas le faire sur YouTube ou Facebook, hein. Par contre, j'aimerais pas non plus que ça passe obligatoirement par une résolution de l'IAU pour qu'ils votent. Ça prendrait du temps et ça risquerait de ne pas bien marcher. Je sais pas. En fait, la prochaine réunion de l'IAU arrive bientôt, et ce serait cool d'en discuter là-bas, genre comment établir des priorités et tout. Et je sais que c'est utile quand des scientifiques disent et écrivent des articles expliquant que ces observations résoudraient tel problème, parce que les opérateurs de sondes trouvent ça hyper pratique. Ils peuvent répondre à leur boss. Pourquoi vous faites ça? C'est juste pour des points en plus ou pour de la pub? Non, des scientifiques ont dit que c'était important. Du coup, j'encourage tout le monde à pondre des papiers là-dessus. On a genre 2 mois, vraiment 2 mois. Alors lancez-vous, écrivez, et si vous pensez que je m'y prends mal, faites-en un autre. Plus il y en a, mieux c'est. Parce que, encore une fois, ce qu'on obtiendra, ce sera tout ce qu'on aura. Et franchement, je crois que les gens ont capté le truc, et il y aura pas mal de données sur 3i. Vous allez en avoir plein de la Terre, plein des sondes en orbite terrestre proche, et aussi des sondes interplanétaires. Beaucoup de monde a été surpris par ça et a bossé dur. Et nous, mon équipe, on s'est plongé là-dedans intensivement pendant plus de 6 semaines. C'est énorme pour un événement qui sort de nulle part. Et en plus, sans aucun financement. On s'est dit qu'il fallait le faire, point barre, et on l'a fait. J'ai vraiment hâte de voir toutes ces données qui vont arriver, et je suis content d'avoir pu y contribuer, même un petit peu, pour que ça se concrétise. Cette découverte a sûrement intrigué pas mal d'astronomes. C'est clair, difficile de passer à côté, vu qu'en version optimiste, ça pourrait être un fossile d'une époque antérieure de l'univers. Dans le pire des cas, on détermine ce que ce n'est pas, ou un truc du genre, et on en apprend davantage sur les objets interstellaires. C'est une ère passionnante qui s'ouvre pour les recherches, car à mon avis, on va en repérer plein d'autres maintenant. Comme tu l'as dit avec Ian Fleming et moi, je te souhaite bonne chance, et j'espère que tu reviendras alors qu'on creuse plus loin ce monde des objets venus d'ailleurs. Merci Marshall. Eh bien, merci infiniment. Merci pour ton temps, et oui, on vit des moments exaltants ici. J'ai hâte. C'est comme un cadeau de Noël qui arrive en avance. J'ai impatience d'attendre décembre pour découvrir ce qu'on a déniché. Tout à fait. Et pour tout le monde, le lien vers l'article de Marshall et ses collègues est dans la description en bas. Event Horizon et ma chaîne sont disponibles en podcast sur Apple Podcasts, Spotify et les abonnements YouTube. Accédez aux épisodes en avant-première, aux bonus et au contenu pour s'endormir. Inscrivez-vous dès à présent en cliquant sur les liens ci-dessous pour votre plateforme préférée. Chaleur. Chaleur. Musique. Applaudissements. Musique, chaleur. Chaleur. Musique, chaleur. Chaleur. On va, musique, l'activer.